Bismillah. Donc aujourd'hui pour la semaine, toujours la 5e semaine, nous allons faire la résolution de l'exercice de la polyphonie. Là. Oui, bien sûr. L'exercice de la polyphonie, s'il vous plaît, fermez la porte. Merci. L'extrait de la grande maison de Mohammed Dib. Je lis. Bien sûr, nous avons d'abord le contexte du roman. Ce roman, premier tome de la trilogie Algérie, décrit la vie dans une famille pauvre de Tlemcen pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant la révolution algérienne. L'extrait présente la perception d'un enfant, Omar. Vous connaissez tous Omar, j'espère, confronté à la dureté de la vie et aux tensions sociales. Je lis l'extrait. Début de l'extrait. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte, Omar regardait la rue. Des formes passées s'éloignaient, se perdaient dans l'obscurité. Il pensait à son père, parti là-bas, très loin, faire la guerre. Quand reviendra-t-il ? Demandait-il souvent à sa mère. Elle ne répondait pas, ou bien elle disait « Bientôt mon fils, bientôt ». Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Il avait surpris une conversation des voisins l'autre jour alors qu'elle buvait le thé chez Aini. La femme de Hajj Salim disait l'une, elle ne sait pas encore. Les nouvelles, ça met du temps à arriver. Mais moi, je te dis, il ne reviendra pas. Ils sont tous tombés là-bas, dans ce pays de neige et de froid. Tais-toi, avait répondu Aini en baissant la voix. Si le petit entendait. Mais Omar avait entendu. Depuis, il regardait sa mère en cachette, guettant sur son visage un signe, une ombre qui confirmerait la nouvelle. Elle restait impassible, vacant aux travaux de la maison, lavant, cousant, préparant la soupe. Parfois, elle s'arrêtait, le regard perdu vers la fenêtre. Alors, Omar sentait son cœur se serrer. Il aurait voulu courir vers elle, se blottir contre elle, mais une peur étrange le retenait. S'il vous plaît. La rue maintenant était vide. Seul au loin, un chien aboyait. Omar frissonna. Il pensa aux hommes qui travaillent à l'usine là-bas, derrière la colline. Ils rentraient épuisés, le visage noir de poussière. Certains ne disaient rien, d'autres riaient fort, d'une voix qui semblait trop bruyante dans le soir qui tombait. La mère de Omar disait que c'était la fatigue, que le travail rendait les hommes ainsi. Mais Omar n'était pas sûr. Il lui semblait que ses rires cachaient quelque chose, une colère, une révolte, peut-être. Omar appela sa mère à l'intérieur. « Viens manger !» Il se leva lentement, jeta un dernier regard vers la rue obscure, puis rentra. Dans la pièce unique, la lampe à pétrole répandait une lumière tremblotante. Son frère cadet dormait déjà, roulé en boule sur la natte. Sa mère disposait les bols sur la table basse.
la soupe fumée, sentez bon le thym et l'ail. Maman, demanda Omar en s'asseyant, c'est vrai que papa ne reviendra pas? Elle sursauta, le bol qu'elle tenait trembla dans sa main, un peu de soupe se renversa. Longtemps, elle resta ainsi immobile, le visage soudain vieilli. Puis elle reposa le bol, s'asseya, les mains à son tablier, vint s'asseoir près de lui. « Pourquoi dis-tu cela, mon fils ?»« Je ne sais pas, je l'ai entendu dire. » Elle regarda longuement, de ce regard grave et doux qu'elle avait parfois. « Écoute, Omar, ton père reviendra. Il faut croire qu'il reviendra. Sans la croyance, on ne peut pas survivre. » Elle se tut, le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le bruit léger de la lampe. Omar baissa la tête et commença à manger. Mais il sentait que sa mère ne disait pas tout qu'elle a aussi peut-être mais il sentait que sa mère ne disait pas tout qu'elle aussi peut-être savait, et cette certitude silencieuse pesait plus lourd que tous les mots. Dors, le chien aboya encore longuement, désespérément. Fin de l'extrait. Donc, nous devons répondre d'abord à un certain nombre de questions qui, par rapport à la thématique, à la trame spatio-temporelle du récit, de la narration. Donc, la première question est qui sont les différents personnages présents et évoqués ou évoqués. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un personnage? C'est quoi un personnage dans le récit? Un personnage, oui. Un caractère. Personnage, un acteur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il doit faire, cet acteur? Est-ce qu'un acteur qui n'a pas de dialogue, qui n'a pas d'action, n'est pas considéré comme personnage? Non. Non? Considéré. Est considéré comme un personnage? Oui. Pourquoi? S'il est présent aussi. Parce qu'il est présent. Oui. Seulement sa présence fait de lui un personnage. Son rôle aussi. S'il n'a pas de rôle, s'il n'a pas d'action, s'il n'a pas de dialogue, est-ce qu'il est toujours considéré comme un personnage? Oui, personnage n'est pas nécessaire. Non, secondaire. Non, il n'est pas considéré comme un personnage. Un personnage est un signe. Un personnage est un signe. Je cite Philippe Hamon, qui est un professeur Sorbonne 2, chercheur en narratologie, et qui dit que le personnage est un signe, une construction textuelle. Il se définit comme un ensemble de traits décrits dans le texte. C'est-à-dire, le seul fait que ce signe soit décrit dans le texte comme étant un personnage fait de lui un personnage. Personnage, bien sûr, qui représente un acteur, potentiellement, mais pas forcément qu'il ait des actions ou qu'il ait des dialogues. C'est-à-dire, même le seul fait de sa présence comme signe représentant un acteur fait de lui un personnage, même s'il n'a pas d'action. Ça y est? Est-ce que cette exception selon dans le récit, dans le récit, Comment? le personnage comme un signe. C'est la définition selon les règles de narratologie, selon la narratologie, selon Philippe Hamon. D'accord? Donc, un personnage, comment pourrait-on considérer un signe comme un personnage? S'il est potentiellement un acteur. Potentiellement un acteur dans le texte. C'est-à-dire, vous n'allez pas considérer une chaise comme un personnage, une table comme un personnage. D'accord? Le chien ici n'est pas un personnage.
Le chien dans le texte. Est-ce que le chien est un personnage? Le chien n'est pas un personnage, parce que potentiellement, ce n'est pas un acteur. Mais peut-être dans une fable, le chien aurait pu être un personnage. Parce que potentiellement, c'est un acteur. D'accord? Dans un conte ou dans une nouvelle, le chien aurait pu être un personnage. Parce qu'il est un potentiel acteur. Un signe qui, potentiellement, pourrait accomplir des actions et des dialogues. Mais dans ce contexte-là, dans ce contexte de la grande maison de Mohammed Dib, il n'est pas un personnage. D'accord? Donc, les personnages. Qui sont les personnages ici? Omar et sa mère. Omar, quel est son profil, Omar? Personnage principal. Personnage, on va prendre ça pour... C'est un enfant. D'accord, c'est un personnage. Le profil principal du personnage. C'est un enfant, merci. Le personnage ici est un enfant. Ah, quel est son statut psychologique ici? Sensible et observateur. Il est sensible à quoi exactement? Particulièrement. Avec sa famille. Il est sensible à quoi particulièrement dans le récit, mademoiselle? Dans le récit. Restons dans le récit. L'absence de son père. Hamoukallah. L'absence de son père. Il est sensible à l'absence de son père. Qui d'autre? Omar? À côté de Omar. Qui? La mère de Omar. C'est qui? Son profil. C'est une femme. Une femme. Courageuse et silencieuse. D'accord, silencieuse. Elle est silencieuse. Elle protège son fils. Elle essaie de protéger son fils. Qui d'autre? À côté de la mère? Le frère cadet. Le frère cadet. Personnage secondaire, il symbolise. Sa seule action accomplie dans le récit, c'est quoi? C'est de. Son seul statut. Parce qu'on ne connaît rien de son profil, le frère cadet. Le seul statut qu'il a dans le texte, c'est le frère cadet. Quel est son statut dans le texte? Il est absent. Il s'endort. Monsieur, il dort et symbolise l'innocence. Il est innocent. Oui. C'est le frère cadet. Qui d'autre? Aïni. La femme de Hajj Salam. Et c'est la femme de qui? Hajj Salam. Hajj Salam. La femme de Hajj Salam. Aïni. Aïni, c'est la mère. Qui? Aïni, c'est la mère. Non, ce n'est pas sa mère. Donc, la femme de Hajj Salam. Qui d'autre à côté de Aïni? Les voisines, merci. Les voisines. Donc Aïni fait partie des voisines. Aïni fait partie des voisines. Qui d'autre? Les ouvriers. Les ouvriers de l'usine. Les ouvriers de l'usine qui sont comment? Leur profil? Symbole de la classe populaire exploitée et épuisée. Épuisés, fatigués. Exploitée. Exploités. Ils sont comment? Ils sont encore dans le texte, dans le récit. On les a qualifiés de quoi? Hommes en colère. Ils sont en colère. Aïe, il nous reste encore un personnage que vous avez omis. Qui? Le père. Le père. Il est absent. Il est absent. Il est parti à la guerre. Il est parti en guerre. Donc le père est absent. Le seul caractère du père, qu'il est absent. Maintenant, les lieux et le moment de la journée. Puis, Les lieux. la maison. Nous avons La maison. la maison. Dans la maison, nous avons vécu à travers ce récit dans plusieurs lieux dans la maison. Où exactement? La pièce unique. Oui. Le seuil. Le seuil de la porte. Le seuil de la porte. Et la... Le seuil de la porte. Il représente quoi? Le seuil de la porte. L'espace d'attente et d'observation. Espace d'attente et d'observation. Omar s'arrêtait au seuil de la porte pour pouvoir Oui. entendre quelque chose à propos de qui? De son père. De son père, de l'absence de son père. Où exactement aussi? Nous avons à côté de la maison. Quoi? L'extérieur de la maison. La rue. À côté, la rue. La rue obscure. Oui. Qu'est-ce qu'il entendait, Omar, dans la rue? Les
La lumière tremblante, c'était la lumière tremblante de la lampe à pétrole. Oui. Quoi d'autre? Il entendait les rires. Qui? Les rires. Les rires de qui? Des ouvriers. Oui. Des ouvriers. Quoi d'autre? Les aboiements des chiens. Donc c'est un lieu. Comment? Et la rue. C'était lieu et. Extérieur. Extérieur à mademoiselle. Là où la rue elle est dans la maison. C'est un lieu comment? D'observation. C'est aussi un lieu d'observation, mais par rapport à Omar, c'est un lieu mystérieux, étrange. Ah, donc. On a aussi l'usine. On a aussi l'usine. On a l'usine. Représente le lieu. L'usine derrière la colline. Ah, c'est un espace de quoi? Lieu de travail. De travail, d'exploitation. On va dire d'esclavagisme, peut-être. Un lieu de peine. Un lieu de peine, pénible, de peine. On a aussi l'intérieur. Le pays de neige et de froid. Le pays de neige et de froid, c'est où? Lieu de la guerre. Lieu de la guerre. Lointain. Outre-mer, c'est le. Associé à quoi exactement? À la guerre. La guerre. Mais c'est quoi exactement le pays de neige et de froid? Ça insinue quel espace sur la carte? Ça insinue quel espace? Ça fait allusion à quel espace sur la carte? Lieu de guerre et de froid. Deuxième guerre. Oui, c'est la Russie, l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Donc, la guerre, la deuxième guerre mondiale, se passait où? L'Europe. Donc, c'est un lieu d'espace de guerre et de froid. Oui. Maintenant, les moments de la journée. La tombée de la nuit. La nuit tombée. C'est un moment symbolique. Le soir. Elle la nuit qui tombe. Représente l'angoisse et l'incertitude et la peur. C'est le moment où on entendait quoi? Les lorsque la nuit tombait, c'est le moment où on entend les aboiements. Les aboiements des chiens et les hommes qui sortaient de l'usine. Donc, c'est un moment de doute, un moment de peine. Oui. Associé, bien sûr, associé à l'absence du père. Oui. Parce que c'est à ce moment-là que l'absence du père se sentait le plus. Donc, moment de transition symbolique, c'est un moment de transition symbolique pour Omar, de l'obscurité. C'est-à-dire les questionnements s'amplifier la nuit. Ce que nous venons de faire, c'est seulement on va dire, un positionnement sur la carte du récit. Où et qui? Qui parle? Qui sont les acteurs? Où et quand? Donc, nous nous sommes mis sur la carte du récit. Qui sont les acteurs? Où sont-ils? Et quand agissent-ils? Maintenant, c'est les temps. Les thèmes principaux. Les thèmes principaux. La guerre. La guerre. Citez-moi les citations qui touchent à la guerre dans le récit. Elle est omniprésente mais indirecte, monsieur. La guerre. La guerre, c'est la cause de l'absence du père, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment elle est qualifiée dans le texte? Trouvez les citations. Trouvez les citations. Elle est la cause de l'absence du père, de la douleur de la famille. Je cite, il pensait à son père parti là-bas, très loin, faire la guerre. Donc la cause de l'absence du père, de l'éloignement du père. Aussi, je cite, ils sont tous tombés là-bas, dans ce pays de neige et de froid. Donc la guerre, c'est un présage de désolation et de mort. Ils sont tous tombés là-bas. Donc la guerre est présentée non pas comme une gloire, mais comme une perte. Le thème de la guerre est associé au thème de la tristesse, de la peine, de l'absence.
Ah, deuxième thème, La pauvreté. la pauvreté. Aïe, citez-moi. Monsieur, dans la pièce émue que la lampe à pétrole répandait une lumière tremblotante. Tremblotante, c'est une lumière tremblotante, c'est-à-dire qui tremble. Une lampe à pétrole, il n'y avait pas d'électricité. Oui. La pauvreté. Oui. Non. Suggéré par le cadre de vie. Donc, il y avait une pièce. Il vivait dans quelle pièce? De la maison. Une seule pièce. Toute la maison était une seule pièce. Donc, la maison était une seule pièce. Omar et sa mère vivaient dans une seule pièce. Oui. Ça suggère la pauvreté. Oui. Ah, lampe de pétrole. Monsieur, elle suggère l'absence d'électricité. Absence d'électricité, c'est-à-dire pauvreté. Oui, pauvreté. Ah, dans la pièce, je cite, dans la pièce unique, la lampe de pétrole répandait une lumière tremblotante. Son frère cadet dormait déjà, roulé en boule sur la natte. C'est quoi une natte? Qu'est-ce qu'une natte? Cherchez dans le dictionnaire. Là. C'est un tapis. Oui? C'est un tapis, non? Khsera. La natte khsera. D'accord? Donc ce n'est pas un tapis. C'est un tapis fait de... Fibre. Non, pas de... fait du helfa généralement. La natte. Maintenant c'est fait en plastique. Mais à l'époque c'était fait avec de la helfa. D'accord? Donc c'était... C'était un signe de pauvreté, c'est-à-dire si on dormait sur une natte, c'est qu'on était pauvre. Il n'y avait pas de couverture, pas de matelas, d'accord? Il pensa aux hommes qui travaillaient à l'usine là-bas, derrière la colline. Il rentrait épuisé, le visage noir de poussière. Donc la société était pauvre. Qui était obligé de travailler jusqu'à la nuit et rentrer le visage noir de poussière était pauvre. C'est-à-dire, je suis en train de vous donner l'apéritif pour pouvoir entrer vers le travail que vous allez accomplir. Quel est le thème encore? Les thèmes? La famille. D'accord. Il y avait le noyau familial. Je cite, il aurait voulu courir vers elle, se blottir contre elle. Qui? Omar. Se blottir contre qui? Se blottir, c'est-à-dire se coller contre sa mère. Donc, monsieur, même, il y aura une autre citation. Oui. Quand reviendra-t-il? Demandait-il souvent à sa mère. Donc, à cause de son père. Son père lui manquait, c'est l'esprit de famille. L'attachement de Omar à sa L'attente. Omar attendait. Quoi d'autre? Le secret, le non-dit, c'est-à-dire les gens ne voulaient pas répandre, les voisines, ainsi que Aïni, ne voulaient pas répandre le fait, la nouvelle, si c'est une nouvelle, que tout le monde était mort. Tous ceux qui sont partis en guerre sont morts. Donc, on a gardé le secret. Maintenant, dans le texte, vous allez vous mettre en groupe, groupe de 4, on va dire, chaque deux vont se tourner vers les autres, et vous allez me trouver les focalisations du narrateur dans le texte. Focalisation du narrateur dans le texte. À vos groupes, continuons. Les voix, le narrateur, je cite, s'il vous plaît, écoutez. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte. Omar regardait la rue. Le narrateur ici, il utilise quoi exactement? Qu'est-ce qu'il utilise? C'est quoi exactement ici? Je reprends la citation. La nuit tombait, assis sur le seuil de la porte, Omar regardait la rue.
Ici, le narrateur, il utilise quelle focalisation? Externe, merci. Il utilise une focalisation externe. Il décrit Omar comme étant une... Quelle personne? La troisième personne. La troisième personne, merci. Donc il décrit Omar comme étant la troisième. Il parle de Omar à la troisième personne. Il. Oui. D'accord? Donc c'est une vocalisation externe. Oui. C'est une voix externe. La voix de qui? La voix du narrateur lui-même. C'est la voix du narrateur lui-même. D'accord? Je vais vous donner des citations. On va essayer de diagnostiquer chaque citation, puis à vous de relever chez vous le reste. Je cite. Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Interne. Zéro. C'est une vocalisation Interne. omnisciente ici. C'est les pensées de Omar savait. Comment le narrateur aurait pu savoir que Omar savait? Sur ce plan, elle est interne, mais le narrateur, globalement, il est omniscient. D'accord? Ah, c'est la voix de qui, ici? On va donner C'est la voix du narrateur. Mais la voix du narrateur qui rapporte quelle voix? de Omar. Qui rapporte celle de Omar. Donc nous avons une double voix ici. Une double voix. Donc la voix du narrateur Et la voix de... qui rapporte celle de Omar. Donc, mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Donc nous avons pour la première voix la voix du narrateur à lui seul qui décrivait la situation de Omar assis dans la rue. Mais ici, il nous rapporte le savoir de Omar, le fort intérieur de Omar. Donc nous avons une double voix. C'est un discours indirect. Comment? Mais Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Merci. C'est un discours indirect libre. C'est un discours indirect libre. Je reprends une autre citation. La femme de Hajj Salim disait l'une, elle ne sait pas encore les nouvelles, ça met du temps à arriver. Mais toi, je te dis, il ne reviendra pas. Ils sont tous tombés là-bas dans ce pays de neige et de froid. Non, je reprends et soyez attentifs. La femme de Hajj Salim disait l'une, elle ne sait pas encore. Les nouvelles, ça met du temps à arriver. Monsieur externe. Externe. Focalisation externe. Ici, c'est une focalisation interne. C'est la vision de la voisine. Le narrateur rapporte la vision de la voisine. Elle est interne. Oui, c'est un discours direct. C'est un discours comment? Direct. Direct. C'est un discours direct. Ah. Vous allez classer chez vous. Vous allez classer les focalisations et les voix et rapporter la citation de chaque voix dans le récit en trouvant ou en classant le discours qu'elle utilise, qu'il soit indirect ou indirect, libre sur un tableau. Et s'il vous plaît, trêve d'intelligence artificielle. Trêve d'intelligence artificielle. C'est